Lorsque Jasmine Kensington est partie seule dans la nature sauvage des Appalaches en septembre 2017, son frère s'attendait à son retour dans quelques jours seulement. Un groupe d'explorateurs a détecté un signal électromagnétique inexplicable pulsant depuis les profondeurs d'une petite ouverture de grotte cachée. Une découverte choquante qui allait dévoiler un mystère plus déroutant que quiconque ne l'imaginait. Les Appalaches ne gardent pas seulement des secrets. Elles créent le silence. Et le mardi 19 septembre 2017, le silence où aurait dû se trouver la voix de Jasmine Kensington devenait assourdissant. Pour son frère Andrew. La journée s'est déroulée dans une série de petits rituels anxieux. Il vérifiait son téléphone, fixait l'écran vide où un message texte aurait dû apparaître, puis se forçait à le poser. Jasmine aurait dû sortir du sentier l'après-midi précédent, lundi au plus tard. Elle aurait conduit jusqu'à la ville la plus proche avec un réseau cellulaire. Aurait envoyé un message triomphant, « Je suis vivante et sale », puis l'aurait appelé, sa voix bourdonnant de l'énergie qu'elle puisait toujours dans la nature. Mais lundi s'était écoulé sans rien. Mardi, le soir tombait et le silence de son téléphone semblait lourd, contre nature. Andrew raisonnait avec lui-même. Jasmine avait 32 ans. Était une randonneuse chevronnée et farouchement indépendante. Une entorse à la cheville, un sentier inondé obligeant à un long détour, une simple erreur de calcul du temps. Tout cela était plausible. Elle était capable, elle savait se débrouiller. Il répétait ce mantra, mais à chaque heure qui passait, les mots semblaient plus creux. Ce voyage était différent. Elle était partie seule. Ce n'était pas censé être une expédition en solo. Pendant des semaines, le plan était que Jasmine aille avec Nathan Caldridge, un ami proche de son cabinet d'architecture. Ils s'étaient liés par une frustration commune face à la vie urbaine et un amour pour les paysages accidentés. Ils étalaient des cartes sur leur bureau pendant les pauses déjeuner, traçant des itinéraires avec leurs doigts. Planifiant un trek de 5 jours qui repousserait leurs limites. Mais la veille de leur départ, Nathan avait appelé Jasmine, sa voix était un croassement misérable. Une gastro-entérite soudaine et violente l'avait laissé invalide. Il s'est profondément excusé, mais il n'y avait aucun moyen pour lui de partir. Andrew l'avait exhorté à reporter. Mais Jasmine était résolue. Elle avait déjà pris congé du travail, un rare moment de liberté ininterrompue dont elle avait désespérément besoin. Les montagnes l'appelaient. Une obsession qui avait pris racine 2 semaines plus tôt, lorsqu'elle et Andrew avaient fait une courte randonnée d'une journée dans une partie plus accessible de la chaîne. Elle avait été captivée par les anciens sommets vallonnés et la verdure pure et écrasante de tout cela. Elle devait rentrer. Partir seule ne lui faisait pas peur. L'idée de rester à la maison, coincée dans son appartement, était bien pire. Elle avait donc emballé son matériel, rassuré son frère en lui disant qu'elle s'en tiendrait à l'itinéraire prévu et était partie. Mercredi matin. Les rationalisations s'étaient évaporées, remplacées par un nœud de peur froid et dur dans l'estomac d'Andrew. Il a passé l'appel. Il a parlé à un répartiteur calme et professionnel au bureau du shérif du comté, sa propre voix tendue alors qu'il expliquait la situation. Il leur a donné son nom. Jasmine Kensington, son âge, 32 ans, sa description. Il a détaillé sa voiture, une berline, et le point de départ précis où elle avait l'intention de commencer sa randonnée. Un point d'accès éloigné connu pour son terrain difficile. Le répartiteur lui a assuré qu'un garde forestier serait envoyé pour vérifier la zone de stationnement. Quelques heures plus tard, l'appel est revenu. Un garde forestier avait emprunté la route sinueuse en gravier jusqu'au début du sentier. Le parking était vide, à l'exception d'un véhicule. Une berline recouverte d'une fine couche de poussière et de pollen, soigneusement garée à l'ombre d'un grand chêne. La découverte était une arme à double tranchant. Cela confirmait qu'elle était arrivée en toute sécurité et qu'elle était entrée dans la nature sauvage comme prévu. Mais cela signifiait également que pendant 5 jours entiers, elle avait été quelque part à l'intérieur de cette vaste forêt impitoyable et étendue, et qu'elle n'en était pas sortie. Le rapport officiel de disparition a été déposé. La recherche était sur le point de commencer. Andrew a envoyé par courrier électronique à la police la photo la plus récente qu'il avait de sa sœur. C'est à partir de cette randonnée qu'ils avaient faite ensemble 2 semaines auparavant. Sur l'image, Jasmine est perchée sur une branche d'arbre moussue et noueuse. Son visage éclairé par un large sourire sincère. Elle porte une veste bleu vif, une casquette orange vif repoussée sur ses cheveux bruns et un grand sac de randonnée attaché à son dos. C'était une image de pur bonheur et de confiance,
une parfaite incarnation de la femme qui était maintenant perdue. Cette image, censée être un souvenir précieux d'une journée joyeuse, était désormais un outil crucial dans une course désespérée contre le temps, le visage d'un mystère qui commençait à peine à se dévoiler. La réponse initiale fut un modèle d'efficacité. Une poussée d'ordre humain contre le chaos de la nature. Un poste de commandement fleurissait au bord du parking en gravier où se trouvait la berline de Jasmine. Des tentes blanches et des tables pliantes recouvertes de cartes topographiques se dressaient à côté du crépitement de multiples fréquences radio remplissant l'air. Des voitures de police d'État et de camions de gardes forestiers bordaient la route, leur lumière clignotante atténuée par le brouillard matinal dense accroché aux vallées. C'était la ligne de front de la recherche de Jasmine Kensington, une petite île d'activité déterminée sur le rivage d'un immense océan indifférent de verdure. Les premières équipes sont entrées à l'aube. Ils étaient composés de gardes forestiers expérimentés et d'adjoints du shérif local, des hommes et des femmes qui comprenaient ce terrain. Ils se déplaçaient avec une économie expérimentée, leurs yeux scrutant non seulement le sentier mais aussi la périphérie, le fourré de rhododendrons. Les rives abruptes et couvertes de feuilles des ruisseaux, les creux sombres entre les arbres centenaires. Leur stratégie était méthodique. Basée sur l'itinéraire que Jasmine avait décrit à son frère. Ils ont commencé au début du sentier et ont progressé vers l'extérieur, en suivant le chemin principal. Tandis que des équipes plus petites se sont séparées pour vérifier les crêtes parallèles et les fossés de drainage, des endroits où un randonneur pourrait glisser et tomber hors de vue. Le deuxième jour, l'opération avait gonflé. Des équipes bénévoles de recherche et de sauvetage, SAR, de 3 comtés sont arrivées. Leur maître donnant aux chiens un objet odorant, un t-shirt de l'appartement de Jasmine, avant de les laisser travailler sur le sentier. Les chiens tiraient sur leur laisse, le nez au sol. Mais la piste olfactive semblait se dissiper à quelques centaines de mètres du parking, un problème courant dans l'environnement humide et complexe du sol forestier. D'en haut. Mais la forêt à la fin de l'été est un épais plafond de feuilles, et vue du ciel, elle ne révèle rien. L'hélicoptère aurait tout aussi bien pu chercher une seule feuille perdue parmi des millions. Andrew Kensington était une présence constante et silencieuse au poste de commandement. Il avait apporté un boîte de beignets et du café qu'il ne pouvait pas boire, un petit geste de gratitude impuissant. Il a étudié les cartes aux côtés du coordinateur de recherche. Un garde forestier grisonnant et bronzé nommé Frank Miller. Frank désignait des sections de la carte, expliquant les grilles de recherche du jour d'une voix calme et régulière. Mais Andrew pouvait voir l'ampleur du défi. Les lignes sur la carte étaient nettes et précises. La réalité qu'il représentait était un monde vertical enchevêtré de roches, de racines et d'ombres. Chaque heure qui passait lui donnait l'impression qu'un poids physique pesait sur lui. Pendant une semaine, les recherches n'ont rien donné. Pas une empreinte de pas. Une lueur d'espoir. Un appel radio crépita à travers le poste de commandement. Était tendu par l'excitation. Ils avaient trouvé un petit morceau de tissu ou d'un bleu turquoise vif accroché à une branche épineuse surplombant le lit d'un ruisseau profond et boueux. La couleur correspondait presque parfaitement à la veste sur la photo de Jasmine. La nouvelle a envoyé une décharge d'adrénaline à travers toute l'opération. Frank Miller a immédiatement commencé à réorienter les ressources. 2 équipes d'experts en pistage furent dépêchées sur place, accompagnées d'un adjoint de la police scientifique. L'hélicoptère fut dérouté pour contourner la nouvelle zone. Au poste de commandement, Andrew ressentit une bouffée d'optimisme désespéré, un sentiment si vif qu'il frisait la douleur. Ça y était. Ils avaient retrouvé sa trace. L'endroit était inquiétant. Accidenté, hors route, suggérant qu'elle était peut-être en grande difficulté ou peut-être désorientée ou fuyant quelque chose. Pourtant, c'était une piste. Un élément tangible dans une recherche jusque-là définie par l'absence. Les équipes se sont rassemblées sur le nouveau cadran. Le terrain était un cauchemar. Le sol était un bourbier aspirant. Et les sous-bois un mur végétal épineux, presque impénétrable. La progression était d'une lenteur insoutenable. Pendant 2 jours entiers, ils ont ratissé la zone, se déplaçant en cercle concentrique à partir de la branche où le tissu avait été trouvé. Ils ont lutté contre les insectes, la chaleur et la menace constante de foulure et de chute. L'espoir qui avait suscité les recherches a commencé à vaciller sous la pression. Tard le 2e jour, la réponse définitive est tombée. Mais le tissu ne semblait pas adapté. Un nylon moins cher et plus lourd que le tissu léger et high-tech de la veste de Jasmine. Miller, vétéran de ces montagnes depuis 30 ans,
l'avait reconnu. Il s'agissait d'un ancien modèle de gilet de pêche, une marque populaire vendue dans une grande chaîne de magasins il y a 10 ans. C'était un déchet ordinaire. Le fantôme d'une partie de pêche oubliée depuis longtemps, sans aucun rapport avec Jasmine Kensington. La nouvelle fut un choc. Les 2 jours passés dans ce marais dangereux avaient été une perte de temps, de ressources et, plus douloureux encore, d'espoir. Le moral des équipes de recherche, déjà à bout de souffle, s'effondra. La brève lueur d'une piste s'éteignit, laissant l'obscurité plus profonde qu'auparavant. Puis le temps changea. Une dépression venant de l'ouest apporta une pluie froide et persistante qui détrempa les montagnes pendant 3 jours consécutifs. Les sentiers se transformèrent en boue. Il lui exposa les faits avec douceur mais fermeté. Ils avaient parcouru plus de 260 km² de terrain parmi les plus difficiles de l'État. Ils avaient enquêté sur la seule piste. Et elle s'était avérée fausse. Ils n'avaient trouvé absolument aucune trace de sa sœur. Avec la détérioration des conditions météorologiques et l'absence de nouvelles informations pour les guider, l'opération officielle de recherche à grande échelle a été suspendue. Ce n'est pas terminé, a expliqué Miller. L'affaire reste ouverte. Les Rangers resteront vigilants. Mais l'opération massive et coordonnée est terminée. Les bénévoles ont plié bagages, le visage marqué par l'épuisement et la déception. Les tentes ont été démontées. Les camions et les voitures de patrouille sont repartis, laissant la berline de Jasmine seule une fois de plus sur le parking en gravier. Des recherches sporadiques de moindre envergure, organisées par des amis et des inconnus déterminés, se poursuivirent encore quelques week-ends. Mais à mesure que septembre cédait la place à octobre, leur nombre diminua. Les feuilles commencèrent à virevolter, recouvrant le sol de rouge et d'or, enfouissant tous les secrets laissés derrière elles. La nature sauvage des Appalaches reprit son silence. Ayant englouti Jasmine Kensington tout entière, ne laissant qu'une photographie et une série de questions sans réponse. 2 ans se sont écoulés. Pour Andrew Kensington, le temps a transformé son chagrin, passant d'une panique aiguë et frénétique à une douleur sourde et chronique. Le monde avait, par nécessité, évolué. L'appartement de Jasmine a été vidé. Qui a été rapidement pourvu. La marche inexorable de la vie avait comblé le trou qu'elle avait laissé, du moins en surface. Mais pour Andrew et la poignée d'enquêteurs qui conservaient son dossier sur leur bureau, le silence ne s'est jamais vraiment dissipé. C'était un léger bourdonnement de questions non résolues. Un bruit de fond constant. Le statut officiel du dossier était inactif, en attente de nouvelles informations à un terme bureaucratique pour une impasse. Puis, à la fin de l'été 2019. Après une semaine de recherche, son corps a été retrouvé, agressé, abandonné dans une fosse peu profonde, grossièrement dissimulée à proximité d'un sentier fréquenté. Le crime, brutal et personnel, a provoqué une onde de choc au sein de la communauté soudée des randonneurs. La couverture médiatique a été intense. Les détails sont sombres. L'auteur a laissé derrière lui des traces de violence. Mais aucune trace médico-légale claire. Aucun suspect n'a jamais été identifié. Pour la plupart, il s'agissait d'un incident tragique et isolé. Mais dans un bureau climatisé de la capitale de l'État, le détective Wallace de l'unité régionale des affaires non résolues a ressenti un certain malaise professionnel. Son travail consistait à trouver des modèles que les autres manquaient. Bien que le meurtre ne relevait pas de sa compétence, son protocole exigeait de recouper les crimes violents majeurs avec des affaires non résolues. Il a sorti le dossier de Jasmine Kensington. À première vue, les cas étaient radicalement différents. La disparition de Jasmine était un vide, aucune preuve. L'autre, une scène de violence horrible. Pourtant, Wallace ne pouvait pas se défaire des similitudes fondamentales, une randonneuse solitaire et expérimentée ciblée dans la sécurité apparente de la nature sauvage. Dans cette nouvelle affaire, le prédateur s'est montré audacieux. Était-il possible qu'il ait déjà frappé avant? Peut-être avec une méthode différente. La disparition de Jasmine aurait-elle pu être une première tentative? Mais c'était la première nouvelle menace dans l'affaire Kensington depuis que les recherches ont été interrompues. Le dossier a été officiellement réactivé. Andrew écoutait dans un silence stoïque, le visage pâle. L'idée était de créer un nouvel enfer, remplacer l'agonie ambiguë par une horreur spécifique. Leur prochain arrêt était Nathan Caldridge. Dans un café neutre. 2 ans l'avaient changé.
La confiance décontractée qu'il partageait avec Jasmine avait disparu, remplacée par une réserve hantée. Il avait quitté le cabinet d'architecture, affirmant que les rappels quotidiens étaient trop nombreux. Lorsque les détectives ont exposé la nouvelle théorie, la réaction de Nathan a été viscérale. Il fixait son café, les mains tremblantes. L'idée que Jasmine ait pu être assassinée et qu'il aurait dû être là avec elle lui pesait physiquement. Wallace observait attentivement. Puis la maladie qui l'a frappé dans la nuit, une crise violente et débilitante qu'il a supposée être une intoxication alimentaire. Il avait été malade toute la journée et ne quittait presque jamais sa salle de bain. Il leur a dit qu'il s'était rendu aux urgences ce matin-là, désespéré de trouver un soulagement. C'était un détail évoqué auparavant, mais ignoré à l'époque. Il était désormais crucial. « Tu te souviens de quelle clinique ?» demanda Wallace, nonchalamment mais concentré. Nathan l'a nommé sans hésitation. « Pourriez-vous signer une décharge afin que nous puissions obtenir ces documents ?»« Bien sûr, » répondit Nathan, le regard croisé. « Tout ce qui peut t'aider. » Horodaté et détaillé. Nathan Caldridge s'était enregistré à 10h15 le jour où Jasmine était partie en voyage. Les notes du médecin traitant décrivaient des symptômes de gastro-entérite aiguë. La piste, comme le morceau de tissu bleu retrouvé 2 ans plus tôt, s'était dissipée. Nathan Caldridge n'était plus un suspect. Pourtant, l'exercice n'avait pas été vain. L'enquête sur la disparition de Jasmine Kensington avait radicalement et irrévocablement changé. La théorie principale n'était plus celle d'un accident tragique. Dans l'esprit de l'unité des affaires non résolues, ils étaient désormais à la recherche d'un fantôme, quelqu'un qui aurait pu être la victime d'un monstre. L'immensité et le silence du désert ne semblaient plus déserts. Au contraire, ils semblaient cacher quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple chute. Il était désormais classé dans la catégorie des soupçons d'actes criminels, une reclassification subtile mais significative. Pendant 4 années supplémentaires, il a accumulé la poussière numérique. Le monde a changé, la technologie a évolué, et le souvenir de la randonneuse disparue de 2017 s'est estompé, devenant une histoire de fantôme murmurée parmi les vétérans du Sentier des Appalaches. Puis, par un samedi frais d'octobre 2023, 6 ans après la disparition de Jasmine, un groupe de 3 hommes s'est frayé un chemin à travers une partie des Appalaches rarement foulée par les pieds. Ce n'étaient pas des randonneurs au sens traditionnel du terme. Ils appartenaient à une petite communauté spécialisée qui se faisait appeler le groupe d'études géologiques des Appalaches. C'était le nom officiel de ce qui était avant tout un passe-temps né d'une fascination commune pour les forces invisibles de la Terre. Armés d'une panoplie d'instruments scientifiques sensibles, ils recherchaient des anomalies géologiques et magnétiques, espérant cartographier des filons minéraux inconnus, des réseaux de grottes non répertoriés. Comme prévu, calme, ne laissant apparaître que le faible bourdonnement de fond du champ magnétique terrestre. Mais alors qu'ils traversaient une pente raide et densément boisée, recouverte d'un épais tapis de feuilles d'automne, l'appareil s'alluma soudain. Marcus s'arrêta, levant la main pour arrêter ses compagnons, Ben et Léo. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Les chiffres grimpaient rapidement, 20, 45, 60. Un graphique à barres rouges s'illumina, signalant un champ magnétique puissant. Il fit un pas à gauche, et les chiffres diminuèrent. À droite, ils remontèrent en flèche, se stabilisant à un niveau constant et inexplicable de 87 milligauss. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Ben en le rattrapant. « Aucune idée » murmura Marcus. Il ne s'agissait pas d'une anomalie géologique naturelle, généralement plus large. C'était autre chose. Poussés par la curiosité, les 3 hommes commencèrent à dégager l'épaisse couche de feuilles mortes et de débris forestiers au cœur du signal. Ils grattèrent des années de décomposition accumulées avec leurs mains et leurs bottes. Sous les feuilles, ils l'ont trouvé, non pas une entrée de grotte au sens classique du terme, mais une fissure étroite, une fissure verticale sombre partiellement obscurcie par un enchevêtrement de racines provenant d'un vieil arbre renversé. L'ouverture n'était pas plus large que 3 pieds. Une plaie déchiquetée dans le flanc de la montagne, exhalant de l'air frais et humide. Marcus tenait l'électromètre au-dessus de l'ouverture. La valeur de 87 restait stable. Le signal provenait directement de l'obscurité. Le mystère était irrésistible, exactement le genre de découverte pour laquelle leur groupe vivait. Après une brève discussion, Marcus, le grimpeur le plus expérimenté, décida d'enquêter. Ils déballèrent leur matériel, enfilèrent harnais et cordes de sécurité, et arrimèrent les lignes à un arbre vivant et robuste.
Avec une lampe frontale attachée à son front, Marcus l'alluma, le faisceau blanc brillant traversant la noirceur profonde de la fissure. Il s'enfonça prudemment dans l'ouverture. La descente était serrée, la roche froide et humide contre sa veste. Après environ 3 mètres, la fissure s'élargit considérablement. Il n'était plus dans une fissure, mais au sommet d'une vaste chambre silencieuse. Suspendue dans l'espace ouvert. Sa lampe frontale révélait des parois rocheuses humides et scintillantes s'étendant bien au-delà de sa portée. L'air était immobile et ancien. En regardant vers le bas, sa lumière ne trouva pas de sol. Elle disparut dans une obscurité apparemment sans fond. Il se trouvait au bord d'une immense fosse verticale. Un frisson lui parcourut l'échine, non pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus profond. Il cria à Ben et Léo que la fissure s'ouvrait sur une immense grotte avec une chute abrupte. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il scruta le périmètre de la fosse en contrebas. Puis son faisceau capta une touche de couleur, loin en dessous. À une hauteur qu'il estimait être de 60 ou 70 pieds, se trouvait un petit tas de tissus, un sac de couchage peut-être, et d'autres matériaux. Sa première pensée fut pour un ancien camp minier, une relique laissée derrière lui il y a des décennies. Une découverte fascinante, mais elle n'explique pas le signal EMF. Il ressortit. L'esprit en ébullition. Il y a du matériel là-dessous, dit-il à Ben et Léo, un sac de couchage, peut-être un sac à dos. Mais c'est au fond d'un énorme gouffre. Le signal ne peut pas venir d'aussi loin. Il doit être près de l'entrée. Laissant les cordes en place, Marcus commença une recherche méticuleuse de l'ouverture de la fissure. Il a fait passer le compteur EMF le long de chaque fissure et crevasse. Le signal fluctuait énormément jusqu'à ce qu'il tienne l'appareil près d'une petite alcôve sèche dans la paroi rocheuse juste à l'intérieur de l'entrée, à peu près à hauteur de poitrine. Altéré et sale, mais intact. Les 3 hommes restèrent silencieux, regardant la radio, la fissure sombre, puis de nouveau la radio. Ce n'était plus une curiosité géologique. Une radio placée intentionnellement pour diffuser un signal, associé à du matériel de camping abandonné au fond d'une fosse mortelle. C'était quelque chose de complètement différent. Une scène. Avec une compréhension sombre, Marcus sortit son téléphone satellite, un appareil transporté précisément pour les urgences comme celle-ci, et composa le 911. L'arrivée des forces de l'ordre a transformé le flanc de montagne calme et isolé en un centre d'activité urgente et contrôlée. Les premiers adjoints ont sécurisé la scène. Leur visage sombre alors qu'ils scrutaient la fissure et écoutaient le récit méthodique de Marcus. Ils ont immédiatement reconnu l'importance potentielle de ce phénomène. Une affaire de disparition dans cette région, même ancienne, jette une ombre considérable. En quelques heures, l'information avait été transmise à toute la chaîne de commandement et le détective Wallace de l'unité régionale des affaires non résolues était en route. Lorsque Wallace est arrivé, la scène était préparée pour une opération complexe. Il a reconnu le nom de Kensington dès que le répartiteur a mentionné le lien potentiel. La découverte du matériel, un sac de couchage et un sac à dos correspondait fortement à la liste d'inventaire qu'Andrew Kensington avait fournie 6 ans plus tôt. Wallace se tenait au bord de la fissure, respirant l'air frais et humide. Il regarda la petite radio noire, désormais scellée dans un sac de preuves. Un objet sans prétention, mais rempli d'implications qui lui faisaient dresser les poils des bras. Une équipe spécialisée de sauvetage en grotte, CRT, a été appelée en renfort. Une unité de pompiers et de paramédicaux formés au sauvetage par corde verticale. Leur arrivée a apporté une nouvelle précision technique. Ils ont installé un système complexe d'ancre et de poulies. Leurs cordes aux couleurs vives contrastant fortement avec les tons sourds de la forêt. Le plan était double. Tout d'abord, descendez en rappel en toute sécurité dans la fosse pour documenter et récupérer l'équipement. Deuxièmement, recherchez dans la caverne immédiate tout autre signe de présence humaine. 2 membres du CRT, harnachés et casqués, descendirent dans l'obscurité. Leur lampe frontale perçait l'obscurité tandis que leur voix résonnait faiblement, communiquant via des radios de casque avec l'équipe de surface. Du fond de la chute de 60 pieds, leur voix crépitait jusqu'à la surface. Nous avons un visuel des articles. Un sac de couchage bleu et un grand sac à dos à armature beige. Tous deux semblaient fortement abîmés par les intempéries. Ils ont soigneusement noté la position des objets avant de toucher quoi que ce soit. Le sac à dos était partiellement ouvert, son contenu se répandant légèrement. Le sac de couchage était déroulé.
comme si quelqu'un l'avait utilisé. Mais en balayant la zone avec leurs puissants projecteurs, ils ont confirmé le fait le plus crucial, il n'y avait pas de corps. Aucun reste humain. Pas même des fragments d'os, n'étaient visibles à proximité immédiate de l'engin. Les objets furent soigneusement emballés dans de grands sacs de preuves et remontés à la surface avec précaution. Lorsqu'ils émergèrent à la lumière du jour, l'inspecteur Wallace et Andrew Kensington, prévenus et ayant conduit pendant des heures pour être sur place, les observèrent. Le visage d'Andrew exprimait un calme tendu lorsqu'il identifia le sac à dos. C'était celui de Jasmine. Il reconnut un patch distinctif qu'elle avait cousu sur l'une des sangles. Le mystère vieux de 6 ans avait finalement donné un indice tangible, mais il n'avait fait qu'approfondir la question centrale, où était-elle? Pendant le traitement du matériel. La radio a été envoyée directement au laboratoire de police scientifique de la police d'État. Elle a été confiée à une technicienne nommée Sarah. Spécialiste en électronique et en récupération de données. Son premier diagnostic fut que l'appareil était en mauvais état. Son boîtier était rayé et son compartiment à piles présentait des signes de corrosion. Elle ne s'attendait pas à trouver grand-chose. Mais en le connectant à un outil de diagnostic, elle obtint une faible indication de puissance. La batterie n'était pas complètement déchargée. Il s'agissait de la première anomalie majeure. Une pile alcaline standard laissée dans un appareil pendant 6 ans aurait été inerte. Sarah démonta soigneusement la radio. Ces découvertes allaient ensuite anéantir toutes les théories existantes sur l'affaire. En se basant sur le modèle spécifique des batteries au lithium à l'intérieur, leur niveau de dégradation et leur tension résiduelle mesurée, elle put établir une chronologie approximative. Ces piles n'étaient plus dans cet appareil depuis 2017. Son estimation prudente était que la radio avait été allumée activement, diffusant sa balise intermittente pendant au plus 18 mois. Il avait probablement été placé dans cette crevasse rocheuse au printemps ou à l'été 2022. Lorsque l'inspecteur Wallace reçut le rapport de Sarah, il dut le relire 2 fois. Les implications étaient stupéfiantes. Il ne s'agissait pas d'un accident vieux de 6 ans. Jasmine Kensington, ou quelqu'un avec sa radio, était encore en vie il y a à peine 1 an et demi. Elle n'était pas simplement tombée dans ce gouffre et n'avait pas péri. Le récit d'un tragique accident de randonnée avait été effacé. La nouvelle chronologie soulevait 1000 nouvelles questions. Comment avait-elle pu survivre? Et si elle était encore en vie en 2022, où était-elle maintenant? L'enquête s'est concentrée sur l'intensité du coup du lapin. Il ne s'agissait plus d'une simple affaire classée, mais d'une recherche active d'une personne potentiellement encore en vie. Le réseau de grottes est devenu le nouveau point zéro. Une équipe de spéléologues professionnels, experts en cartographie des grottes, a été chargée de réaliser une étude complète du réseau souterrain. Leurs travaux ont révélé la véritable ampleur de ce qui se cachait sous la fissure. Il ne s'agissait pas d'une simple chambre, mais d'un vaste labyrinthe de tunnels et de passages interconnectés s'étendant sur des kilomètres dans de multiples directions. Pendant 2 semaines, les cartographes ont travaillé, utilisant des outils de mesure laser et déployant de petits drones dans les plus grandes chambres. Au cœur du système. À près d'un demi-mille de la fosse initiale où l'équipement de Jasmine avait été découvert, ils ont fait leur deuxième découverte monumentale. Cachés dans un creux isolé et densément végétalisé à la surface, ils découvrirent une autre entrée de la grotte. Celle-ci n'était pas une simple fissure. C'était une large ouverture en arc. Suffisamment large pour y passer debout. Un sol en terre battue, en pente douce, menait au réseau principal de grottes. C'était un accès clair et relativement facile au réseau de grottes ou une porte naturelle qui présentait des traces d'utilisation occasionnelle par des animaux. La découverte était un paradoxe. L'affaire reposait désormais sur une série de contradictions. L'équipement de Jasmine se trouvait au fond d'un piège mortel, mais une sortie facile se trouvait à proximité. Une radio avait été placée comme balise à l'entrée dangereuse, et non à l'entrée sûre. Elle a vécu des années après sa disparition, mais elle n'a jamais pris contact avec lui. La grotte avait livré certains de ses secrets, mais ce faisant, elle avait créé un mystère encore plus profond et troublant. La question n'était plus seulement de savoir ce qui était arrivé à Jasmine Kensington en 2017, mais ce qu'elle était devenue dans les années qui ont suivi. La révélation que Jasmine Kensington aurait pu être en vie aussi récemment qu'en 2022 a provoqué une onde de choc dans l'enquête, forçant le détective Wallace et son équipe à démanteler toutes les théories qu'ils avaient jamais construites. L'image d'un randonneur solitaire perdu dans les éléments a disparu.
remplacé par le spectre beaucoup plus complexe et obsédant d'un survivant à long terme ou peut-être d'un captif à long terme. Si Jasmine avait vécu 5 ans, sa disparition n'était pas un acte de la nature, mais un événement d'origine humaine, potentiellement imputable à un humain. Avec cette nouvelle perspective terrifiante, l'enquête s'est tournée vers l'intérieur, vers les personnes qui avaient peuplé la vie de Jasmine. Le cercle était petit. Jasmine était une personne réservée, avec quelques amis proches et un frère dévoué. Dans le calcul rigoureux d'une enquête pour homicide, les soupçons se portent souvent d'abord sur les personnes les plus proches de la victime. Andrew Kensington fut rapidement écarté. Son chagrin était vif, public et inébranlable depuis 6 ans, et ses actions avaient toujours été uniquement axées sur la recherche de sa sœur. Il ne restait plus qu'un seul nom du fichier original, toujours avec un léger point d'interrogation sans réponse, Nathan Caldridge. Les soupçons étaient hésitants, presque répugnants aux enquêteurs. Nathan avait été blanchi en 2019, son alibi semblait solide. Mais les circonstances avaient tellement changé qu'il fallait réexaminer chaque pièce du puzzle. La nouvelle chronologie Jasmine en vie jusqu'en 2022 a ouvert des possibilités qui n'existaient pas auparavant. La théorie était obscure et alambiquée. Nathan aurait-il pu être impliqué non pas dans sa disparition initiale, mais dans sa captivité prolongée? Son alibi pour le jour de sa disparition aurait-il pu être une diversion astucieuse, masquant un plan plus sinistre et à long terme? Cela ressemblait à un étirement, comme quelque chose tiré d'un scénario de film. Mais le travail de Wallace était de suivre chaque possibilité, jusqu'à sa conclusion logique et parfois illogique. Il a chargé un détective junior de mener une enquête financière approfondie sur Nathan Caldridge, à la recherche de tout ce qui sort de l'ordinaire. Ses relevés de cartes de crédit faisaient état de dizaines d'avances de fonds effectuées aux distributeurs automatiques de casinos. Ces relevés bancaires révélaient une série de retraits importants et inexpliqués, ainsi qu'une série de dépôts qui ne correspondaient pas à son salaire. Il était poursuivi par au moins 2 agences de recouvrement. Nathan Caldridge était aux prises avec une importante dette de jeu. Soudain, un motif potentiel, aussi sinistre soit-il. Avait concocté un plan impliquant Jasmine? Peut-être y avait-il une police d'assurance vie dont il n'avait pas connaissance, ou un autre gain financier anticipé. Et si l'histoire de l'intoxication alimentaire était un mensonge ou un alibi soigneusement construit pour se soustraire à la chronologie immédiate de sa disparition alors qu'il l'orchestrait à distance? La théorie avait des failles. C'était élaboré et cela nécessitait un niveau de ruse psychopathe qui ne semblait pas convenir à l'homme qu'ils avaient interrogé. Mais la dette était un fait concret. Cela ne s'est pas passé dans un café. Cette fois, c'était dans une petite pièce grise et sans particularité du bureau du shérif du comté. 2 détectives Wallace et un partenaire plus jeune et plus imposant étaient assis en face de lui sur une table en métal. Nathan avait l'air déconcerté. Sa coopération initiale se transformant en confusion et en peur à mesure que le ton de l'interrogatoire changeait. Wallace a exposé les nouvelles preuves, la radio, la nouvelle chronologie. Le fait que Jasmine était en vie depuis des années. Le choc de Nathan semblait sincère. Mais Wallace fit alors glisser un dossier sur la table. Il contenait des copies des relevés bancaires de Nathan datant de 2017. On sait que tu avais de gros ennuis à l'époque, Nathan, dit Wallace d'un ton neutre. Des dettes de jeu. Des appels de l'agence de recouvrement. Tu étais désespéré. Nathan fixait les papiers, le visage rouge. Ça n'a rien à voir, balbutia-t-il. C'était il y a longtemps. J'avais un problème. Les questions s'accéléraient, s'acharnaient. Il le pressait de détailler son alibi. Aurait-il pu simuler une intoxication alimentaire? Y avait-il quelqu'un qui pouvait vérifier qu'il était à la maison malade toute la journée? L'implication était lourde et étouffante dans la petite pièce. Il avait non seulement été impliqué dans sa disparition, mais l'avait en quelque sorte gardé caché pendant 5 ans. Nathan s'effondrait visiblement sous la pression. Mais son histoire ne vacillait jamais. Il a insisté sur son innocence, sa voix brisée par un mélange d'indignation et de désespoir. Il a admis son problème de jeu, le qualifiant de pire erreur de sa vie, mais a juré que cela n'avait rien à voir avec Jasmine. Il a répété les détails de sa visite à la clinique de soins d'urgence. Les détectives avaient déjà rassemblé le dossier complet. Ils connaissaient la réponse avant même de poser la question. Ils disposaient non seulement des relevés d'enregistrement et du reçu de cartes de crédit, mais avaient également réinterrogé le médecin traitant de la clinique.
Ce dernier, désormais à la retraite, se souvenait parfaitement du cas grâce à ses notes détaillées. Il se souvenait d'un patient souffrant véritablement de déshydratation sévère. Un état difficile à simuler pour tout professionnel de santé qualifié. Parallèlement, l'enquête financière révéla comment Nathan avait réglé ses dettes. Fin 2018. Près d'un an après la disparition de Jasmine, il reçut un modeste héritage d'environ 50 000 $ d'une grand-tante décédée. Les archives du tribunal des successions étaient publiques et sans ambiguïté. L'héritage était légitime, attendu et sans aucun rapport avec Jasmine Kensington. Il suffisait juste à régler ses dettes et à remettre sa vie sur les rails. Après 4 heures d'interrogatoire intense, les enquêteurs comprirent qu'ils étaient arrivés au bout du rouleau. Nathan Kaldridge n'était pas leur homme. Son récit était cohérent, et les preuves qui avaient initialement éveillé les soupçons l'ont finalement disculpé. C'était un homme avec un passé troublé. Mais ce n'était pas un monstre. Alors que Nathan quittait le poste, bouleversé et abattu, l'inspecteur Wallace ressentit une vague de frustration familière. Ils avaient suivi leur piste la plus solide et la plus logique jusqu'à sa conclusion définitive, et elle ne les avait menés nulle part. La sinistre théorie d'un enlèvement à long terme méticuleusement planifié s'était dissipée, les ramenant au point de départ. Ils avaient une grotte, une radio et un fantôme qui avaient apparemment survécu 5 ans, pour finalement disparaître à nouveau. L'élément humain les avait trahis. La seule chose qui restait à interroger était la grotte elle-même. Toutes les pistes humaines étant épuisées et Nathan Kaldridge définitivement innocenté. L'enquête s'est tournée vers le témoin froid et silencieux au cœur du mystère, la grotte. Les premières recherches menées par l'équipe de secours Spéléo visaient à retrouver Jasmine ou ses restes. L'inspecteur Wallace ordonna alors une seconde fouille, beaucoup plus minutieuse. Cette fois, l'objectif n'était pas seulement de retrouver une personne, mais de révéler l'histoire d'une vie. Il voulait savoir comment quelqu'un avait pu survivre dans le monde souterrain. Une équipe de spécialistes de la police scientifique, habitués à fouiller maisons et scènes de crime, a été jumelée à des experts en spéléologie. Pendant des jours, ils ont travaillé sous la lumière crue et stérile de projecteurs portatifs, transformant la caverne principale en laboratoire souterrain. Ils se déplaçaient avec une lenteur laborieuse, broyant des sections du sol de la grotte, tamisant la poussière et le sol qui étaient restés intacts pendant des siècles. La première découverte importante a eu lieu près de l'entrée facile d'accès, la large ouverture en arc qui mène au monde. Nichés dans une alcôve sèche, partiellement à l'abri des courants d'air de la caverne, ils trouvèrent un petit foyer de fortune. Ce n'était guère plus qu'un cercle de pierres noircies. Mais les cendres qu'il contenait étaient un véritable trésor. L'analyse médico-légale a révélé la présence de charbon de bois provenant de plusieurs essences de bois, toutes originaires de la forêt environnante. Plus important encore, la stratification des cendres indiquait qu'elles avaient été utilisées à plusieurs reprises sur une longue période. Ce n'était pas l'emplacement d'un simple feu de camp. C'était un foyer, un endroit où quelqu'un revenait encore et encore pour se réchauffer et cuisiner. Près du foyer, ils ont trouvé d'autres objets, de minuscules os fragiles, presque perdus dans la poussière de la grotte. Un expert les a identifiés comme appartenant à de petits animaux, des écureuils. Les preuves ont dressé un tableau stupéfiant de la survie, un témoignage de la résilience humaine qui frisait l'incroyable. L'équipe a commencé à élaborer une nouvelle théorie dominante, fondée non pas sur la malveillance, mais sur une lutte désespérée pour la vie. Tout a probablement commencé avec la chute. Jasmine, peut-être désorientée ou ayant pris un mauvais chemin dans la forêt dense, a trébuché dans une fissure invisible. La chute de 20 mètres aurait été catastrophique. Mais son grand sac de randonnée bien rembourré aurait pu faire office d'airbag rudimentaire, amortissant l'impact juste assez pour lui sauver la vie. Elle aurait été gravement blessée, os cassés. Commotion cérébrale, traumatisme interne mais vivante, piégée dans l'obscurité au fond de la fosse. Durant ses premières heures ou ses premiers jours, son entraînement et sa volonté de survivre auraient pris le dessus. La radio, son seul lien avec le monde extérieur, aurait été sa priorité. Peut-être avant de tomber. Ou dans un moment de désespoir alimenté par l'adrénaline par la suite, elle a réussi à le lancer vers le haut, espérant qu'il atterrirait près de l'ouverture où son signal pourrait être capté. Elle aurait utilisé son sac de couchage pour se réchauffer et aurait survécu avec la nourriture qu'elle avait dans son sac. Des semaines, voire des mois, auraient pu s'écouler ainsi. Tandis que son corps se réparait lentement et douloureusement dans le froid et l'obscurité totale.
Sa lampe de poche aurait été son bien le plus précieux. Son rayon aurait été son seul rayon de soleil. Durant cette période de convalescence, elle a dû commencer à explorer, en rampant ou en boitant, les passages s'éloignant de la fosse, à la recherche d'une autre issue. Et finalement, elle l'a trouvée. La découverte de la grande entrée de plain-pied a dû ressembler à un miracle, une véritable lumière au bout du tunnel. Elle n'était plus prisonnière. Elle pouvait partir. Cette nouvelle théorie expliquait le foyer, les ossements d'animaux, les bâtons aiguisés. Elle avait transformé la grotte, autrefois tombeau, en base d'opération. Elle avait appris à chasser, à faire du feu, à survivre. Elle s'était intégrée à la nature sauvage d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, mais cette théorie, aussi convaincante soit-elle, créait aussi son propre paradoxe déchirant. Si elle avait trouvé la solution de facilité, pourquoi n'avait-elle jamais récupéré la radio? La réponse la plus logique était aussi la plus simple, les piles de sa lampe torche étaient mortes. Sans source de lumière. Il aurait été impossible de traverser le labyrinthe complexe et plonger dans l'obscurité de la grotte pour rejoindre la fissure. Un risque suicidaire. La radio, son dernier message dans une bouteille, était perdue à jamais dans l'obscurité. Elle sortit donc de la grotte, laissant derrière elle son ancienne vie au fond du gouffre. Elle est revenue à la lumière du soleil, une survivante. Un fantôme revenu au monde des vivants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se heurte à une dernière question terrifiante, après avoir survécu à la chute, aux blessures et à des années d'isolement, que lui est-il arrivé ensuite? Elle n'a jamais appelé son frère. Elle n'a jamais accédé à ses comptes bancaires. Elle n'a jamais essayé de reprendre sa vie en main. Elle a simplement quitté un mystère pour en découvrir un autre. Le sombre souvenir du randonneur assassiné en 2019, l'affaire qui avait brièvement rouvert son dossier revint avec une force terrifiante. Les enquêteurs étaient désormais hantés par une nouvelle possibilité, encore plus tragique. Jasmine Kensington avait-elle accompli un miracle de survie? Endurant des années d'épreuves pour se soigner et gagner sa liberté, pour finalement sortir de cette grotte et se retrouver sur le chemin d'un prédateur humain? Avait-elle survécu à la nature sauvage pour être consumée par le monde même qu'elle essayait de rejoindre? Pendant 4 mois, le détective Wallace et son équipe ont traqué des pistes fantômes, parcourant à nouveau les villes dans un rayon de 80 km autour de la grotte. Montrant la photo de Jasmine vieille de 6 ans à des gens qui n'avaient aucune raison de se souvenir d'un visage qu'ils auraient pu voir pendant un instant fugace il y a plus d'1 an. Le sentier était plus froid que jamais. Le dernier chapitre de l'histoire de Jasmine Kensington semblait destiné à rester inachevé. La percée, lorsqu'elle s'est produite. Un homme de la région nommé George Petrie effectuait sa tournée annuelle pour récupérer les cartes mémoire d'une série de caméras de surveillance qu'il entretenait sur une grande étendue de forêt privée. Il était chasseur, mais aussi naturaliste, et ces caméras étaient sa façon de surveiller en silence les mouvements des cerfs, des ours et des autres animaux sauvages partageant ces terres. L'une de ces lignes de caméras était particulièrement isolée, installée le long d'un ancien chemin forestier envahi par la végétation, lentement reconquis par la forêt. Il vérifiait rarement ses caméras, laissant parfois passer une année entière entre chaque visite. De retour dans son atelier poussiéreux, il s'assit avec une tasse de café pour visionner les images, un rituel qu'il appréciait. Il visionna des milliers d'images et de courts extraits vidéo. Une biche et son faon marchant délicatement dans les sous-bois, un ours noir se grattant le dos contre un arbre, un raton laveur fixant l'objectif de ses yeux brillants et masqués. C'était presque la routine. Il était sur le point de remplacer la carte du dernier appareil photo lorsqu'il s'est arrêté sur un clip au plus profond des archives. L'horodatage dans le coin de la séquence infrarouge granuleuse indique le 14 août 2022, à 4h52. Le clip ne durait que 15 secondes. On y voyait une silhouette marchant au milieu de l'ancien chemin forestier. Ce n'était pas un animal. C'était une personne qui se déplaçait d'une démarche fatiguée, mais assurée et déterminée. Mais lorsqu'elle passa devant la caméra, elle tourna légèrement la tête, comme en réaction au léger clic du capteur infrarouge qui s'activait. Pendant quelques images nettes, la caméra a capturé leur profil. La structure du visage, les pommettes hautes, la forme de la mâchoire étaient inimitables. Malgré les difficultés gravées sur ses traits, c'était Jasmine Kensington. George Petrie fixait l'écran, son café oublié. Il avait suivi l'actualité de la découverte de la grotte des mois plus tôt. Tout le monde dans la région l'avait fait aussi. Il connaissait ce visage. Il a regardé le clip à nouveau,
puis une troisième fois. La femme dans la vidéo était vivante. Elle était debout, marchant résolument. Il a immédiatement appelé le bureau du shérif. Le détective Wallace a regardé les images avec un profond sentiment de crainte et de terreur. C'était la preuve qu'il avait théorisée mais qu'il n'espérait pas vraiment trouver. Cela a tout confirmé. Jasmine avait survécu à la grotte. Elle en était sortie. La date sur les images, août 2022, correspondait parfaitement à la chronologie médico-légale de la durée de vie de la batterie de la radio. C'était le fantôme capturé sur pellicule. C'était la fin de son parcours dans le désert. L'emplacement de la caméra de surveillance a fourni la dernière pièce cruciale du puzzle géographique. Il était positionné sur un chemin à près de 20 mètres de la sortie facile de la grotte. Un voyage de 20 mètres à travers des bois denses pour une personne dans son état aurait été un exploit d'endurance épique. Plus important encore, l'ancien chemin d'exploitation forestière. Comme Wallace l'a découvert à partir des cartes, a fini par croiser une route nationale pavée à seulement 5 miles plus loin de l'emplacement de la caméra. Jasmine marchait vers la civilisation. Elle se trouvait à 8 km d'une route où le passage d'une seule voiture aurait pu être son salut. Mais le sentier s'arrêtait là. Un nouvel appel massif au public a été lancé. Cette fois avec l'image granuleuse et obsédante de la caméra de surveillance. Des dépliants ont été affichés dans les relais routiers et les restaurants le long de ce tronçon d'autoroute. Les enquêteurs ont interrogé tous les résidents et propriétaires d'entreprises dans un rayon de 10 miles, mais personne ne se souvenait l'avoir vu. Aucun camionneur ne se souvient d'une femme seule marchant sur l'accotement de la route avant l'aube. Personne n'a signalé avoir pris un autostoppeur. Les images de la caméra de surveillance étaient la dernière preuve connue de l'existence de Jasmine Kensington. L'affaire reste suspendue dans une agonie de possibilités. La théorie la plus optimiste et la moins probable est qu'elle a été récupérée et que, pour des raisons qui lui sont propres, elle a choisi de disparaître dans une nouvelle vie. Les 100 sont passés derrière elle. Mais les enquêteurs ont du mal à le croire. Une femme qui s'est battue si durement pour survivre n'abandonnerait pas si facilement le frère qu'elle aimait. La théorie la plus répandue et la plus sombre est celle qui hante l'affaire depuis le début. Que Jasmine Kensington a survécu à la chute. A enduré l'obscurité et a marché 40 km pour retourner au monde, seulement pour rencontrer le prédateur le plus dangereux de la nature. Son histoire se termine sur le bord d'une autoroute solitaire. Un dernier silence terrible que l'on ne peut plus reprocher aux montagnes de garder.